Fréquence protestante, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb. Le cinéma de David Cronenberg. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en direct dans La Valeur de l'Homme. Pour les cinéphiles, mais pas seulement, le nom de David Cronenberg évoque immédiatement des images dérangeantes d'organes et de mutations physiques. C'est lié à la persistance rétinienne des corps transformés de la mouche, de Vidéodrome et d'Existence. Sur cette thématique du somatique vient s'enrouler aussi en quelque sorte une exploration de l'inconscient d'hommes passablement traumatisés. Cette filmographie des 20 dernières années était annoncée par Dead Zone et Cronenberg a choisi d'y consacrer ses derniers films, mais la puissance de l'organique a quand même durablement marqué ses spectateurs. La force de Cronenberg est d'avoir réussi à imposer dans le cinéma mainstream des thèmes et une imagerie qui relevaient jusque-là de l'underground. La maladie et la dégénérescence, les excrétions du corps et sa métamorphose définitive, les sexualités déviantes ou encore la prolifération de la chair et à l'inverse, sa virtualisation. Le cinéaste canadien joue toujours sur le pouvoir de l'inquiétante étrangeté, mais qu'il filme sans avoir l'air d'y toucher, comme si sa mise en scène très maîtrisée venait en contrepoint du débordement organique et des fantasmes les plus inavouables. Car ce qui intéresse fondamentalement Cronenberg est de rendre l'anormal normal et de rendre désirable le pathologique. C'est là qu'il est transgressif, car il entend essentiellement filmer avec compréhension les désirs les plus étranges et faire voler en éclats, comme les cerveaux de Scanners, les carcans de la société hétéronormée. Chez Cronenberg, l'écart à la norme n'est pas un écart à la morale, et tout ce qui touche le fonctionnement corporel devrait être acceptable. Alors, Cronenberg, cinéaste de la libération du corps et de l'esprit, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir en duplex Fabien Demangeot. Bonjour Fabien Demangeot. Bonjour. Fabien Demangeot, vous êtes docteur en lettres modernes et docteur en études cinématographiques, enseignant aussi et théoricien du cinéma. Vous écrivez notamment pour la revue en ligne Le Rayon Vert. Vous avez travaillé sur Alain Robbe-Grillet et vous êtes spécialiste des films horrifiques. Vous venez de publier La transgression selon David Cronenberg aux éditions Playlist Society. Alors, pour entrer dans l'œuvre de ce cinéaste étrange ou cinéaste de l'étrange, Fabien Demangeot, donnez-nous quelques éléments biographiques sur David Cronenberg. Alors, pour commencer, David Cronenberg a toujours été intéressé depuis son plus jeune âge par tout ce qui a trait à la science, à la biologie, au corps. Il a fait des études d'ailleurs de biologie, il s'est intéressé à l'entomologie, à tous les insectes. Et c'est vrai que bien avant de faire du cinéma, il a toujours été intéressé par le corps. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que son approche du cinéma au départ était une approche plutôt mécanique, on va dire, dans le sens où dans ses premiers travaux au début de sa carrière, dans le cinéma expérimental, il s'intéressait surtout aux effets de cadrage et au montage. Donc finalement, son attrait pour un cinéma plus narratif est venu par la suite, à partir de Frisson, en 1975, qui est son premier film reconnu. Mais au départ, il lisait beaucoup des revues d'analyse, plutôt de travaux autour de la lumière, des cadrages, le American Cinematographer Magazine. Et donc c'est vrai qu'au départ, son approche était presque un petit peu justement biologique, au sens de la biologie du cinéma. C'est par la suite vraiment qu'il a commencé à s'intéresser, on va dire au départ, à des histoires plus narratives. Ses premiers films sont vraiment expérimentaux, bien qu'on y trouve déjà les thèmes du corps et de l'esprit qui seront dans toute sa filmographie. Pour rester sur l'imagerie ou l'imaginaire du jeune David Cronenberg, il s'intéresse aussi beaucoup visiblement à la littérature. Il raconte dans diverses interviews qu'il voulait devenir, je le cite, un obscur écrivain. Donc pas forcément écrivain, mais déjà écrivain maudit. Donc il y a aussi visiblement c'est quelqu'un qui dévorait tout ce qui lui passait par la main. Oui, alors c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est important dans son cinéma, c'est qu'il a toujours été un grand lecteur. D'ailleurs, on a souvent dit pourquoi il n'a pas adapté la métamorphose. C'est une question qu'on a souvent pu poser, même si je pense que la mouche peut être vue comme sa métamorphose. Oui, ou le festin nu, où il y a des insectes, oui. Machines à écrire partout. Oui.
Mais justement, c'est cet intérêt pour la littérature. Bon, il a aussi fait des études de lettres, un peu après ses études de sciences. Il a toujours voulu écrire. Il a fini par écrire en 2014 un roman qui s'appelle Consumé, dans lequel on retrouve cette fascination pour l'organique d'une manière peut-être encore décuplée par rapport à ses films. Bon, forcément, comme il le dit lui-même, il est plus facile de mettre en scène tous ces fantasmes-là par les mots que par l'image. Ça a toujours été une évidence. C'est pour ça qu'il a toujours été, il a toujours dit que la littérature était supérieure au cinéma. Il s'opposait justement, et ça c'est assez drôle, il aime beaucoup Salman Rushdie, avec qui il a eu justement un entretien, et qui lui voyait le cinéma comme supérieur à la littérature. Et Cronenberg l'a dit non, pas du tout. Et donc voilà, il y a cette chose-là qui est quand même importante dans son cinéma, et certains de ses romans sont des adaptations quand même d'œuvres littéraires jugées inadaptables. Alors forcément, on pense au Festin nu de Burroughs, on pense à Crash, Ballard, ou même à Cosmopolis de Don DeLillo. Donc il s'est aussi attelé à l'adaptation cinématographique, tout en montrant quelque part aussi ses limites. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve. C'est quelqu'un, Fabien Demongeot, David Cronenberg, c'est quelqu'un qui très tôt a été fasciné par ce qu'on appelle le cinéma underground, notamment tout ce qui était produit aux États-Unis. Lui est au Canada. Il découvre le cinéma par ce biais-là, c'est-à-dire que une de ses premières entrées dans le cinéma, c'est par l'underground. Oui. Totalement. Alors, il a eu une fascination pour l'underground new-yorkais. Alors, des auteurs comme Mekas, Kenneth Anger, Edem Schiller, il dévorait ce type de film. En fait, il trouvait ça intéressant qu'avec peu de moyens et beaucoup d'imagination, on puisse justement faire du cinéma. Et en faire quelque chose qui est complètement en dehors finalement du cinéma au sens strict du terme, celui qu'on entend commercial ou mainstream. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé par l'expérimental pour après aller vers le mainstream quand même, mais en même temps toujours en pervertissant quand même les codes. Donc il y a quand même une certaine intelligence là, dans sa manière de détourner le cinéma on va dire hollywoodien ou mainstream, ce que faisaient aussi des auteurs comme, alors dans un autre registre, mais comme Verhoeven par exemple. Donc ça, c'est quand même, mais son entrée dans le cinéma, c'est l'underground finalement, et c'est il le dit d'ailleurs, ça a toujours été une grande inspiration pour lui. Ses premiers films sont peut-être un peu difficiles à qualifier. On est à la fois dans l'expérimental, mais aussi dans le narratif. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui relèverait, sans aucun mépris de ma part, mais qui relèverait de la série B? Et puis est-ce il finit par sortir de la série B, par exemple avec Dead Zone, Fabien Demongeot? Alors. Oui, la série B, tout on entend par série B, c'est vrai que c'est un peu une définition qui peut être étendue entre le film de peu de moyens et le film quand même commercial, fait pour faire des entrées. Une série B, c'est quand même pas beaucoup de budget pour faire beaucoup d'entrées. Bon, la démarche des tout premiers films, je pense, expérimentaux, n'était pas là. À partir de Frisson complètement. Peut-être que je définirais plus Frisson dans ce cadre-là comme une série B que ces tout premiers films expérimentaux. Après, ce qui est intéressant, c'est que il s'est fait connaître quand même par l'expérimental, parce qu'on lui a donné la possibilité après de faire des séries pour la télévision canadienne. À partir de là, et c'est comme ça qu'il a pu petit à petit monter monter les échelons, on va dire, et aller jusqu'à faire Frisson, qui était quand même produit à la base aussi par une société de production de films érotiques. Donc c'est vrai que la série B, est aussi un imaginaire pour tout dans son œuvre. Forcément, il vient aussi quelque part de la série B. Et peut-être que Dead Zone, même s'il y en a quand même les moyens américains déjà, est une forme de série B aussi quelque part. Est-ce que il y a dans ce qualificatif série B, alors que c'est moi qui le donne, c'est pas vous, Fabien Demongeot, mais cet intérêt aussi pour le genre fantastique, c'est-à-dire est-ce que pour tous les cinéastes qui commencent par ce genre ou qui sont très intéressés par ce genre, on a au départ en tout cas l'impression que c'est un cinéma de niche, par exemple? Ah oui, alors effectivement, alors c'est vrai que le cinéma, la série B est souvent liée je pense que c'est l'imaginaire collectif qui veut ça, mais au cinéma fantastique. Et effectivement, il y a un côté un peu cinéma de niche pour Cronenberg au départ. Ça veut dire quand il commence à faire Frisson, Rage, même dans les années 80, Scanner, Dead Zone, on est quand même vraiment là-dedans. C'est pour ça que souvent, vous savez, on classe un peu les cinéastes du fantastique. Un peu dans un truc à part. Alors, la question, maintenant, de se rendre compte, ce sont quand même des vrais auteurs, mais finalement, Carpenter, c'est un peu la même chose, Wes Craven, Hooper,
on peut en mettre plusieurs dans ces cases-là. Là où Cronenberg c'est quand même plus détaché que les autres cinéastes que je vous ai cités, c'est que il est quand même sorti du genre fantastique, on va dire, avec des films qui se détachent quand même de ça. Hein. Je pense à Faux Semblant, à M Butterfly, à Crash. C'est plus on n'est plus dans la série B à ce moment-là. Et puis même alors dans ces derniers films qui sont encore très très différents et auxquels justement on peut pas rattacher totalement, j'ai envie de dire, le genre horrifique, quoi, hein, qui était vraiment le genre de ses débuts, qui l'ont fait connaître. Nous allons écouter la bande-annonce d'un film qu'il a beaucoup fait connaître, David Cronenberg, La Mouche, qui est sorti en 1986. Non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler. Désolé, j'ai encore 3 interviews à faire avant la fin de cette soirée. Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Eux disent que si. Oui, mais ils mentent. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. La téléportation humaine, la décimation moléculaire, la dissociation et la reformation sont de toute évidence purificatrices. La création les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes. Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Si tu avais vu à quel point il avait peur, il était furieux et désespéré. Je suis persuadé que Marie Typhoïde était aussi une personne très gentille en société. Non. Tu as peur d'être dissocié et recréé, c'est ça? Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir. Je veux savoir ce qui se passe. Ce mal qui est en toi, que veut-il? Il veut me transformer en quelque chose d'autre. Oh non! Une mouche est entrée avec moi dans le télépod transmetteur la première fois où je me suis téléporté. Ne retourne pas le voir, il peut être contagieux. Oh, j'ai peur! N'aie pas peur! Non! Ayez peur. Ayez très peur. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. La valeur de l'homme, Fréquence protestante, le cinéma de David Cronenberg. Nous sommes en direct et en duplex avec Fabien Demangeot. Voilà, on vient d'entendre en VF, c'était plus commode quand même, la bande-annonce du film La Mouche. Alors La Mouche, Fabien Demangeot, c'est vraiment le film voilà, qui va peut-être faire connaître un peu plus Cronenberg et qui est aussi le film peut-être symbole de son œuvre, ou en tout cas de ce qu'on a gardé en tête de son œuvre. Oui, alors... La Mouche est le film le plus commercial de David Cronenberg. C'est celui qui a eu le plus de succès, qui a été produit par des grands studios américains. En même temps, alors c'est un film qui à la fois est commercial dans sa structure par rapport à d'autres films de Cronenberg beaucoup plus, avec des acteurs qui sont quand même assez bankable à l'époque, hein, Jeff Goldblum, Jenny Davis. Après, c'est vrai qu'on y retrouve toutes les obsessions de son cinéma, la mutation du corps. Un rapport aussi à la sexualité qui est un peu transgressif, alors dans une moindre mesure que les autres films parce qu'on reste quand même dans une orientation qui est assez sobre par rapport à justement parler du festin nu ou même d'Existence. Donc c'est un film un peu qui à la fois est le film Cronenbergien par excellence au niveau des thèmes et de la mutation, et en même temps son film qu'il a fait le plus connaître du grand public et son film le plus commercial. C'est un peu la jonction entre un cinéma plus mainstream et l'œuvre de Cronenberg en général. Oui, l'exploration de ses obsessions. Est-ce que une des premières transgressions, puisque c'est le titre de votre livre, Fabien Demangeot, est-ce qu'une des premières transgressions de Cronenberg, c'est justement d'aller amener dans le cinéma mainstream et d'aller filmer des corps dont on a absolument pas l'habitude dans ce type de cinéma-là. Et ici, par exemple, un corps absolument mutant et un corps devenant monstrueux. Oui, alors c'est vrai que dans La Mouche, il y a quand même une grande qualité, en plus des effets quand même visuels pour l'époque, hein, du maquillage et la dégradation finale. Enfin, la dernière séquence est quand même assez choquante, hein, dans le cadre d'un film justement plutôt grand public. Et c'est vrai que ça peut... de cinéastes l'ont fait à cette époque. Alors,
toujours, c'est pour ça que je mettais toujours la parenthèse avec tout à l'heure Verhoeven, il faisait un peu ça aussi avec Robocop quelque part, avec des plans qui étaient complètement fous de corps déliquescents aussi. Donc il n'est pas le seul à l'avoir fait, il y en a d'autres à la même époque, mais c'est vrai que c'est quand même assez neuf et ça vient quand même aussi d'étrangers. Ça veut dire c'est pas le réalisateur américain, c'est soit le néerlandais, soit le canadien qui viennent pervertir le système établi hollywoodien. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a dans ce film. Autre chose intéressante, c'est que c'est un peu le seul vrai film commercial de Cronenberg, parce que juste après, il fait quand même un de ses films les plus intimes, Faux Semblant, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'il arrive à rentrer à Hollywood pour quasiment ressortir d'un coup. Enfin, il y a quelque chose d'un peu curieux là-dedans aussi, quoi. C'est un coup d'essai. Mais alors, peut-être que c'était justement le coup d'essai que vous évoquiez tout à l'heure, coup d'essai, coup de maître, qui est le filmer ou adapter la métamorphose de Kafka. C'est-à-dire que dans votre ouvrage, Fabien Demangeot, vous dites, au fond, le personnage principal de La Mouche qui se transforme devient, dites-vous, une tumeur personnifiée. Donc là, il y a quand même dans ce film-là, et c'est vraiment filmé jusqu'au bout, une métamorphose totale. Et ça, c'est quand même absolument nouveau. Enfin, ça ressemblait à rien de connu dans le cinéma de l'époque. Oui, alors à moins qu'on aille dans le registre, et c'est justement ça qui est intéressant, qu'on aille dans le registre plus underground du cinéma, on va dire plus extrême, d'horreur, pas forcément celui qui sort justement en salle de cinéma. Et après, si on prend Cronenberg étant dans la catégorie de l'horreur organique, du body horror, il y a d'autres réalisateurs qui ont été aussi loin que lui, mais finalement, ils n'ont pas eu cette reconnaissance en fait publique qu'a eu Cronenberg. Alors après, c'est vrai que si on parle de films comme Society de Brian Yuzna, où là, on a carrément une orgie de corps qui sont qui finissent par muter les uns avec les autres dans un amas de chair. Enfin, on a encore des visions qui sont dantesques. Donc, on a aussi quelque chose, dans d'autres types de films, mais peut-être plus underground. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, les réalisateurs qui se reconnaissent dans Cronenberg, qui se voient comme des possibles, on va dire, ou continuateurs, ou du moins qui puisent leur inspiration dans le body horror, sont des cinéastes de l'extrême, des cinéastes underground. Moi, je pense, alors c'est à peu près contemporain de Cronenberg, mais il y avait un réalisateur japonais qui s'appelle Sato, et qui, lui, a fait notamment un film qui s'appelle Naked Blood, si je ne me trompe pas, en 96. Et lui est reconnu comme étant le Cronenberg japonais. C'est comme ça que la critique l'appelle dans son pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va beaucoup plus loin que Cronenberg, finalement, dans sa présentation d'un corps déliquescent. C'est des œuvres qui sont, pour les amateurs de cinéma extrême, quasiment regardables. Oui, donc c'était un pionnier sous cet aspect-là. Vous dites que Fabien Demangeot, qui a chez Cronenberg, on va l'évoquer évidemment dans l'émission, mais une forme d'acceptation de ce corps mutant. Alors dans La Mouche, c'est un peu compliqué, mais vous insistez par exemple sur le fait que quand ce corps change, quand le corps chez Cronenberg change et quand le corps mute, il gagne aussi en énergie. C'est-à-dire que c'est pas simplement une transformation monstrueuse, c'est une transformation qui va conférer une qualité, entre guillemets, ou un avantage, ou une nouvelle manière d'appréhender le monde et d'appréhender le corps chez le personnage qui se transforme. Là, il y a aussi quelque chose d'un peu subversif, de dire l'acquisition de puissance, elle se fait par la transformation du corps. Oui. On pourrait avoir l'impression que la mutation monstrueuse, c'est parce que les corps deviennent quand même tout le temps monstrueux chez Cronenberg, ça pourrait être complètement négatif. En fait, pas du tout. Les personnages gagnent en puissance, que ça soit une puissance qui peut être physique. Dans La Mouche, on le voit très bien au départ. Il devient une sorte de presque de super-héros, j'irai pas jusque-là, mais bon, il grimpe au mur comme une espèce de Spider-Man. Mais on a aussi quelque chose de l'ordre du psychique, ça veut dire qu'on dépasse finalement l'humain, tant spirituellement que physiquement. Et c'est vrai qu'on a ça dans La Mouche, mais on a ça quand même, je pense, dans plusieurs films de Cronenberg. La mutation est positive. Alors parfois, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est positive un temps, mais qu'au final, on finit quand même par chuter, comme s'il y avait une impossibilité. Alors peut-être qu'on peut voir ça comme une impossibilité d'être Dieu ou d'être son propre Dieu, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais quand même, la métamorphose n'est pas le corps déliquescent n'est pas
une pure négativité dans son œuvre. On dépasse l'humain, avez-vous dit, Fabien Demangeot. Est-ce que dans ce cinéma du mélange et de la fusion beaucoup entre les hommes et les machines, est-ce que Cronenberg annonce à sa manière ou filme ce qu'on appelle aujourd'hui le post-humanisme ? Alors on peut complètement percevoir tout ce que montre Cronenberg comme une présentation du post-humanisme, des êtres justement qui sont des êtres technologiques aussi. Je pense à Vidéodrome, l'homme devient magnétoscope, dans le Festin nu, ces machines organiques, Existence, on a quand même la console vidéo qui se branche directement dans la colonne vertébrale de l'humain. Le corps donc reçoit les images d'une manière encore différente par l'intermédiaire de l'intérieur du corps. Et puis Crash, c'est carrément la fusion du métal et du corps dans tout ce qui est dans les relations sexuelles, une nouvelle forme d'érotisme. Donc oui, on peut y voir complètement du post-humanisme, même si je pense qu'il le dépasse. Je pense qu'il va encore plus loin que ça, mais oui. Et alors, il va où ? S'il va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la fusion homme-machine, qu'est-ce qu'on rencontre ? On rencontre une complète refondation du corps, ou une complète refondation de la manière d'habiter le monde ? D'habiter le monde, et j'irais même de le transcender. Chez Cronenberg, il y a cette possibilité d'aller encore au-delà, et finalement de renaître d'une manière différente, d'une manière qui serait supérieure surtout. C'est ce qu'a annoncé à la fin de Vidéodrome. C'est ce qu'a annoncé aussi à un moment dans La Mouche, quand même, dans cette idée d'une fusion de tous les êtres dans un même corps. Donc il y a toujours cette idée de se remodeler pour aller dans un état supérieur, un état je dirais spirituel. On est vraiment là-dedans chez Cronenberg. Après, très souvent, on n'a pas de réponse en fait à apporter. Ça veut dire que soit on a l'échec par exemple dans La Mouche, dans Crash aussi quelque part. Le fait le rapport sexuel et la mort, les personnages veulent accéder à l'extase par la mort, finalement à la fin c'est un échec, on peut le comprendre comme ça. Et donc j'ai oublié Vidéodrome, où finalement on ne sait pas ce que sera cette nouvelle chair, ça reste quand même à l'état assez suspendu. Donc voilà, on reste quand même à l'état de fantasme, mais il y a cet espoir quand même d'un ailleurs qui est qui n'est même plus, je pense, c'est s'habiter, que le corps habite en fait le monde différemment, mais devenir aussi une sorte de surhomme, C'est pour ça que je pense que ça c'est dans toute son œuvre. Il y a une aspiration, dites-vous, Fabien Demangeot, il y a une aspiration à l'anormalité. Donc c'est peut-être ça aussi l'une des idées de David Cronenberg, c'est de faire complètement bouger la frontière entre le normal et l'anormal, le normal et le pathologique, le normal et le monstrueux, et de dire au fond ce qu'on a toujours considéré comme anormal recèle une forme de beauté, et il faut l'explorer, il faut l'accepter. Oui, Cronenberg, j'irais même jusqu'à dire que pour lui, je ne pense pas qu'il y ait de normalité au sens strict. Il l'a dit dans beaucoup d'interviews. Déjà, quand il parle de l'homme, il a toujours dit que l'homme était déjà un mutant par essence même. En fait, on est tous des mutants. On est perpétuellement en train de muter finalement. Donc c'est pas les mutations qu'il montre sont plus extrêmes, mais nous déjà humains sommes mutants. Voilà. Donc en fait, l'aspiration à la normalité, oui. Mais en même temps, qu'est-ce que la normalité finalement ? Pour Cronenberg, c'est pas évident. Oui, donc c'est ça qu'il a envie de montrer, c'est-à-dire cassons complètement nos références et allons voir le monstrueux et acceptons le monstrueux. Oui, et puis du moins la considération du monstrueux. Ce qui est monstrueux pour nous, ça l'est parce qu'on a une grille de lecture qui a toujours été fondée sur cette représentation. Ce qui doit être laid, ce qui doit être beau, finalement, on est quand même là-dedans. Et Cronenberg essaie de dépasser ça au point de proposer, par exemple dans Faux Semblants, il parle d'un concours de beauté pour organes. Pourquoi on ne pourrait pas faire un concours de beauté pour les organes, en fait, l'intérieur du corps, qui est censé... Pourquoi l'intérieur du corps est laid, en fait ? Donc il réinterroge complètement les notions d'esthétique dans son œuvre. Et c'est pour ça que les personnages monstrueux sont potentiellement désirables.
Alors justement, on parlait de la transgression du corps tout à l'heure, du corps mutant. La deuxième transgression qui vous a intéressé dans votre ouvrage, Fabien Demangeot, c'est la transgression érotique. Et vous écrivez notamment « La pornographie a contaminé le gore ». La pornographie a contaminé le gore. En quoi consiste ce mélange ? À quoi ressemble ce mélange entre le pornographique et le gore ? Alors, le gore et la pornographie sont les deux seuls genres cinématographiques qui mettent en scène ce que les autres ne montrent pas. Ça veut dire l'intérieur des corps, en fait, finalement, c'est ça. Donc, il y a eu un très bon ouvrage d'Éric Dufour, ce cinéma d'horreur, justement, qui revenait sur cette distinction entre le gore et la pornographie, en montrant finalement, il montre ce qu'on ne montre pas, donc les boyaux, les entrailles chez l'un, et les pénétrations, par exemple, chez l'autre. Et c'est vrai qu'on a eu tendance, dans beaucoup de cinéastes du gore, et pas que Cronenberg, et même avant Cronenberg, ont déjà mis en scène des plans gore qui évoquent des scènes pornographiques, clairement, des pénétrations. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient d'un film des années 70 qui s'appelait Cher pour Frankenstein, qui est un film de Paul Morisset, qui était un réalisateur underground, connu pour ce qu'il a fait avec Andy Warhol. Et donc, dans ce film-là, le docteur Frankenstein pénètre justement avec ses mains à l'intérieur du corps de la créature, si je me rappelle bien de la séquence, et ça s'apparente vraiment à un acte sexuel. La manière dont est mis en scène la scène fait penser à un acte sexuel. Et c'est vrai que cette combinaison du gore sur le porno existait déjà, jusqu'à ce qu'on crée même aujourd'hui, j'ai pris un petit bout de temps, une sous-catégorie du gore qui serait le gore porn, le porno gore. Donc en fait vraiment le mélange des deux, où finalement là la sexualité et on peut pénétrer directement avec son sexe dans des corps monstrueux. C'est ce que fait par exemple Bruce LaBruce dans Les Zombies. Comment réanimer les morts en pénétrant sexuellement ces morts vivants, avec ces morts avec son pénis dans les entrailles des. Donc oui, il y a une contamination, et Cronenberg lui figure cette pornographie, mais d'une manière beaucoup plus sobre. Lui, il veut pas aller totalement se renfermer dans l'underground. Donc en fait, il essaye de faire passer ça de manière métaphorique. Et d'éviter ainsi la censure existence. Il y a autant quand les personnages se connectent au jeu virtuel, c'est une pénétration par exemple, clairement. Oui, c'est très érotique et c'est très pornographique. Vous dites la même chose aussi sur le festin nu. Vous dites c'est pornographique, mais c'est déguisé. Et c'est vrai que il y a des espèces de prise en charge organique ou corporelle, des copulations avec des machines à écrire qui se transforment. Donc là, c'est une manière à la fois de déjouer la censure et puis d'explorer ce qui l'intéresse fondamentalement. Fabien Demangeot. Oui, il explore à la fois ce qui l'intéresse fondamentalement, ça veut dire des nouvelles formes de sexualité, une forme de pornographie qui est tératologique au sens vraiment propre, ça veut dire s'intéresser au corps monstrueux au sein de la pornographie, ce qui existe aussi, il y a tellement de sous-catégories de pornographie. Le freak porn, c'est la pornographie des êtres qu'on considère comme monstrueux. Et donc Cronenberg s'intéresse à ça forcément, parce qu'il a une approche du corps qui est quand même pas conventionnelle, on l'a pu le voir dans son œuvre, et c'est vrai que il déjoue la censure, il s'en amuse, il y a quand même une forme d'ironie aussi là-dedans, il s'en amuse, et en même temps il interroge quand même aussi les fantasmes. Qu'est-ce qui est déviant ? Pourquoi on parle de déviance, par exemple ? Pour lui, il n'y en a pas de déviance. Tout est acceptable, finalement, dans le cadre du fantasme. Alors, c'est ça aussi son idée, c'est-à-dire que si tout est acceptable, on va essayer, c'est ce que va faire Cronenberg, de rendre désirable et de filmer cette désirabilité de corps qui, habituellement, ne sont pas attirants ou en tout cas sont à la marge de l'érotisme. Donc, ça va être le corps avec des cicatrices, ça va être le corps mutilé, ça va être le corps monstrueux, mais ça va être aussi, par exemple, les excrétions, le sang. Donc ça aussi, c'est une espèce de circulation, de faire circuler le désir sur des corps, encore une fois, habituellement non vus et habituellement non désirables. Oui, et alors au-delà même de montrer des corps qui sont pas forcément vus, c'est vrai que l'imaginaire érotique qu'on peut trouver dans des films, au cinéma en général, je parle vraiment traditionnellement, c'est toujours un peu le même type de corps. Cronenberg propose une alternative à ça, vraiment. Et même dans son film où les corps, je pense à Crash, où finalement il nous présente des corps qui sont quand même des corps qu'on pourrait trouver dans... Alors même le premier plan rappelle par exemple les photos d'Helmut Newton, une espèce de porno chic. Là il montre des corps qui sont désirables.
Oui, qui sont moins abîmés, ou en tout cas qui sont abîmés, mais qui restent désirables. Ça se joue ailleurs, peut-être dans Crash. Ça se joue sur l'espèce de recherche d'un excès ou d'un fantasme du corps semi-mutilé ou du corps avec des cicatrices. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il nous présente des corps potentiellement désirables dans la norme de ce qu'est l'érotisme, la pornographie aujourd'hui, enfin de l'époque, encore aujourd'hui. Mais la transgression se fait à travers justement les prothèses, les mutilations. Donc, c'est d'autant plus. Peut-être que c'est ça d'ailleurs qui a peut-être aussi peut-être une des raisons que le film a tant perturbé. Ça veut dire qu'il y a quand même des acteurs qui sont très connus, Holly Hunter, Rosanna Arquette. Et en même temps qui peuvent représenter une forme de fantasme, comme beaucoup d'acteurs hollywoodiens. Et en même temps, il les subvertit aussi à sa manière ici. Si ça avait été des corps d'office monstrueux, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cet effet-là justement qui fait que les gens ont été encore peut-être plus troublés par ce qui était représenté. Oui, il les a abîmés, ces corps, en quelque sorte. C'est-à-dire que plutôt que de montrer la Rosanna Arquette ou la Holly Hunter habituelle désirable, on va les transformer et on va voir si la désirabilité survit. Oui, mais en même temps avec quand même une hypersexualisation. Donc c'est un peu à double tranchant, parce que d'un côté il reproduit quand même quelque chose qui est de l'ordre du schéma habituel, la présentation érotique pornographique avec des corps féminins qui sont quand même pas monstrueux au départ, et en même temps c'est à travers la manière dont il va représenter les actes sexuels et la sexualité qui va troubler peut-être plus dans ce film que directement le corps. Enfin, c'est mutilé, mais ils exhibent finalement moins que dans d'autres films où on est vraiment à un état de monstrueux qui va au-delà. Et vous avez un passage, Fabien Demangeot, dans votre ouvrage sur le fait, par exemple, que, alors c'est un cinéma qui est pas spécialement genré, mais il y a quand même une place différente qui est accordée aux femmes et aux hommes, et vous dites que les femmes, dans le cinéma de Cronenberg, ont tendance à, au fond, plutôt bien accepter ou bien assumer leur corps, leur nouveau corps ou leur corps mutilé, alors que les hommes vont succomber à la monstruosité ou vont succomber à leur pulsion de transformation. Là, il y a quoi ? C'est aussi un cinéma finalement qui va placer les femmes dans une position plus surplombante ou plus dominante ? Oui, alors on a tendance à... Alors c'est toujours été un grand débat sur le cinéma de Cronenberg pour nous dire quelle est la place de la femme. Est-ce qu'on peut considérer son cinéma comme misogyne ? Ça a été au départ des reproches qui lui ont été faits par plusieurs groupes féministes, notamment au Canada, parce que les fantasmes de ces héroïnes, par exemple Vidéodrome ou Faux Semblant, il y a quand même cette nature masochiste de la femme qui a pu gêner, qui a pu être contestée. Après, il est vrai que les femmes, même en position, alors par la Vidéodrome justement, en position de soi-disant soumission sur le plan sexuel, sont quasiment toujours présentées comme étant, je trouve, supérieures aux hommes. Parce que finalement, c'est elles qui mènent finalement la barque et c'est elles qui décident de tout. Et puis elles assument pleinement ce qu'elles sont. Ce que les hommes ne font pas forcément chez Cronenberg. Et c'est visible dans énormément de ses films. Et c'est vrai que ça remet en question peut-être les reproches qu'ont pu lui être attribués sur sa prétendue misogynie. Il y a une autre transgression, une troisième transgression chez David Cronenberg qui correspond à une autre partie de sa filmographie, à laquelle vous consacrez d'ailleurs la dernière partie de votre ouvrage, Fabien Demangeot. C'est cette volonté d'aller voir aussi, au-delà du corps, les recoins les plus obscurs de la psyché. Donc là, il y a toute une série de films qui vont dans cette direction. Oui, à partir de Spider, clairement, où on a délaissé la représentation organique pour s'intéresser spécifiquement à l'esprit, au cerveau. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'esprit avant chez Cronenberg, ça veut dire qu'il était directement lié à l'organique, et finalement, il n'y avait pas de distinction qui était faite entre le corps et l'esprit. Pour Cronenberg, le corps et l'esprit sont un tout, quoi. C'est la même chose. Dans ses derniers films, il va toujours s'intéresser, parce que finalement l'esprit a toujours été là, mais il va délaisser, il est vrai, les représentations organiques, et donc d'une certaine manière délaisser le cinéma horrifique de ses débuts. Donc ça, c'est valable dans Spider, c'est valable dans toute sa dernière partie de sa filmographie finalement, d'une manière un peu différente, on n'a pas les mêmes genres de films, mais il s'en est quand même libéré du carcan du corps, il y revient beaucoup moins.
ça a un peu dérouté les spectateurs. C'est-à-dire que moi, j'avais lu des interviews où les gens disaient c'est pas des films de Cronenberg, et Cronenberg répond si je fais un film, ça ne peut être qu'un film de Cronenberg. Mais voilà, comment vous voyez cette partie-là de sa filmographie? Elle est dans la continuité de la première, et on est juste passé du corps à l'esprit, où il y avait aussi finalement chez Cronenberg cette volonté de ne pas négliger l'esprit du tout. C'est peut-être ça même le point de départ. Il n'a jamais négligé l'esprit. Dans ses premiers films, ses premiers films expérimentaux, il n'y avait pas. Alors même si on pouvait évoquer des mutations organiques, on les évoquait plus qu'on ne les montrait d'ailleurs. Donc il y a toujours eu cette prédominance, je dirais même peut-être de l'esprit sur le corps finalement, parce que l'esprit a toujours été présent. Alors que finalement, la représentation organique gore est apparue à partir de Frisson, pas dans ses premiers travaux, très peu. Et donc il y a des films au cours de sa filmographie d'ailleurs qui se détachent de ça. Faux semblant, je trouve, s'en détache quand même pas mal, même si on a un plan fantasmé de scènes de frères siamois collés. Bon, on a une scène un peu organique, mais dans l'ordre du fantasme. M. Butterfly s'en détache aussi quelque part, parce que même si c'est un corps différent, on n'est pas dans une mutation organique. Donc je pense que même déjà dans sa filmographie, avant d'en arriver à ses œuvres des années 2000, de Spider jusqu'à Maps to the Stars, il avait déjà quand même proposé par moments d'autres choses. Vous ne pouvez pas non plus l'enfermer complètement dans le gore et dans l'horreur et dans les corps déliquescents. Oui, Fabien Demangeot, Dead Zone dans la première partie de la filmographie, c'est vraiment un film où il n'y a pas d'organique, mais qui est très impressionnant, justement par les pouvoirs de divination, si j'ose dire, du personnage principal. Oui, Dead Zone, déjà, en est un bon exemple. Alors, on le rattache forcément au genre on parlait de série B, donc plutôt à la série B, au fantastique, par rapport à ses thèmes. Puis bon, ça reste quand même un film assez classique. C'est peut-être le film avec la mouche le plus classique de Cronenberg. C'est l'adaptation de Stephen King, un film quand même commercial. Néanmoins, il y a quand même ce thème de l'esprit qui le passionne, et on ne peut pas dire que ce n'est pas un film Cronenbergien, pour le coup. Mais là, il n'a pas besoin effectivement de montrer le corps. Dans ce film-là, c'est pas ce qui l'intéresse quand il a accepté justement ce projet. Après, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'à travers, il y a quand même quelque chose. On a l'impression quand même qu'on peut habiter des corps dans des zones. Ça veut dire qu'on se projette dans les visions des uns et des autres. Donc déjà, il y a quand même une confusion aussi de l'être qui me paraît intéressante. Donc le corps n'est pas complètement non plus oublié. Et il y a quand même une scène très gore aussi dans le film qui fait qu'on est quand même dans du Cronenberg, quoi. Comment alors si on sort un peu de l'analytique, moi je voulais quand même vous entendre sur un ou deux films que pour ma part j'apprécie beaucoup, mais par exemple History of Violence, les derniers films de Cronenberg ne paraissent pas complètement relever ni du transgressif organique ni du transgressif psychologique. Comment vous les accueillez, vous, Fabien Demangeot? Je pense quand même que dans la filmographie, dans les derniers films de Cronenberg, on est quand même dans il me semble, la transgression psychologique. History of Violence, c'est quand même un dédoublement complet. On transgresse aussi, peut-être au-delà si on sort un petit peu des thèmes de la transgression, on va dire des thèmes cinématographiques, narratifs. Il y a une transgression du cinéma qui s'opère aussi dans son œuvre, et une transgression aussi du cinéma hollywoodien, du cinéma classique. Parce que History of Violence, c'est quand même un film qui serait plutôt dans la partie plus commerciale du cinéma de Cronenberg, comme Les Promesses de l'Ombre d'ailleurs. Et en même temps, ce sont des films qui déjouent un petit peu les attentes du spectateur. On propose quand même vraiment des figures d'anti-héros, des personnages qui se présentent comme des héros mais qui sont en fait extrêmement ambigus. Et là, il déjoue complètement qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal dans ces films-là. Donc là, il y a une forme de transgression du cinéma américain, je dirais même généralement, cinéma hollywoodien américain. Maps to the Stars, c'est une critique sociale du monde hollywoodien où on reste quand même aussi dans des personnages détraqués, bizarroïdes. Alors, Maps to the Stars, c'est un mélange hybride de beaucoup de choses, parce qu'on est à la fois dans une satire d'Hollywood qui assez drôle quand même, il faut l'avouer. On est à la fois dans un film aussi un peu fantastique de fantômes, avec des apparitions, il y a quelque chose de... Alors, en plus, il fait jouer l'actrice Olivia Williams, l'actrice de Sixième Sens, donc oui, aussi un petit peu de... Voilà, c'est pas complètement anodin.
Et c'est quand même aussi une étude de cas psychiatriques, ce film de personnages qui sont hantés, des victimes de trauma, d'inceste, et donc il y a aussi vraiment ce thème de l'esprit, de la psychologie, pas étonnant qu'il ait fait aussi peu avant un film sur Freud, et on trouve un peu tout ça dans Maps to the Stars. L'esprit est vraiment au centre là pour le coup de ce film-là. Dernière transgression de Cronenberg, dites-vous, enfin en tout cas je vous pose la question, je me demandais si cette dernière transgression, Fabien Demangeot, n'était pas sociale, c'est-à-dire qu'au fond, dans cette manière de filmer les freaks, vous avez employé le terme aussi tout à l'heure, de filmer le monstrueux, mais disons dans sa version touchante, est-ce que dans cette idée, est-ce qu'il y a chez Cronenberg l'idée que les freaks sont ceux qui finalement ont réussi à échapper au carcan de la société, et donc au fond les vrais hommes et femmes libres? Oui, je pense qu'il y a vraiment ça dans ces films, et ça se voit dès le départ dans Frisson. On a quand même l'espoir que le virus crée des êtres qui sexuellement peuvent tout se permettre, c'est ça, un virus contaminant, et on va à la fin, ces nouveaux monstres vont contaminer le monde et vont justement permettre à tout le monde de se libérer de la morale, de se libérer de l'éthique, de toutes sortes de tout ce qui peut faire pression sur eux, et donc il y a une libération sexuelle, mais une libération aussi morale. Et c'est vrai que dans toute son œuvre, on passe par là. Alors Frisson, c'est vraiment très marqué, mais Vidéodrome, c'est exactement la même chose. Finalement, les programmes pornographiques, l'ultra-violence, les snuff movies, comme on parlait tout à l'heure du fait que le corps monstrueux n'était pas forcément mauvais, on peut se demander si finalement toute cette pornographie, cette ultra-violence, n'est pas également libératrice. Et finalement, elle ne condamne pas l'individu. On n'est pas dans quelque chose qui serait de l'ordre du si on regarde ça, on va devenner forcément pervers ou dément. Non, on va se libérer de nos pulsions, ça va être cathartique. Voilà. Donc ouais. Allez-y. Non, mais voilà, c'est le développement. Je pense que c'est vraiment prégnant dans son œuvre, un refus aussi de la censure. Cronenberg va à l'encontre de toute censure. Il a toujours été opposé à ça. Il y a une libération morale, dites-vous, et effectivement, et ce sera peut-être le mot de la fin, on est en présence de films qui, ou en tout cas d'un Cronenberg, qui ne porte jamais aucun jugement moral sur ses personnages, aucun jugement moral sur leur apparence, aucun jugement moral sur leur sexualité. Fabien Demangeot ? C'est un cinéaste de la moralité totalement, David Cronenberg, et c'est vrai que pour lui, c'est aussi ça qui peut-être déranger dans son œuvre aussi, c'est de se dire qu'il ne place la morale peut-être nulle part, et qu'il nous laisse juste face à des images, à des choses. Ce qui gêne finalement, je pense, un spectateur, ce n'est pas tant ce que Cronenberg montre que la manière en fait de l'exposer, ça veut dire en n'interrogeant jamais les motivations réelles de ces personnages. Dans Crash, on a une succession de scènes qui peuvent être considérées comme dérangeantes, de choses qu'on considère comme déviantes du point de vue de notre morale, et lui, à aucun moment, les personnages ne viennent même interroger le fait que ça soit immoral. Donc en fait, ils sont ni dans la moralité, ni dans l'immoralité. Voilà. Il est dans un dépassement de ça. Il le filme de manière très... On n'a pas beaucoup parlé de sa mise en scène, mais c'est une mise en scène très, très sobre, très maniériste, sans péjoration, alors qu'au contraire, ce qui est montré peut être extrêmement dur et extrêmement violent. Oui, et c'est un des paradoxes de son cinéma. C'est quelque chose qui, un sens du cadrage très propre. On n'est pas du tout dans des expérimentations visuelles particulières, je pense, au niveau du type de plan utilisé ou du montage. Finalement, il reste quand même assez sobre, et en même temps, il nous montre des images qui sont parfois totalement hallucinantes. Je pense à Au festin nu, on a quelque chose. Mais le décalage entre la manière de filmer ces images, ces choses, et ce qu'il représente est assez intéressante, assez folle en fait. C'était peut-être la meilleure manière de les montrer. Merci beaucoup Fabien Demangeot. Cette émission s'achève. Donc je vous remercie encore pour votre participation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La transgression selon David Cronenberg. C'est sorti aux éditions Playlist Society au début de cette année. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante, et on se quitte avec la musique du film Crash, justement, composé par Howard Shore. À bientôt.